Oh là la meute, bienvenue sur Bourse Culture Sport. Aujourd'hui, un invité encore spécial en la présence de monsieur Quentin Rouskov Domingos. Quentin, merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. Donc aujourd'hui, on a un invité un petit peu spécial qui sort des sentiers battus parce que je peux pas vraiment te définir comme... tu vas un petit peu nous dire comment tu te définis toi-même. Est-ce que tu te définis comme un... Moi, je te définirais pas dans une case MMA anglaise. Moi, je dis que quand j'entends Quentin Domingos, Rouskov, j'entends la bagarre. Ouais. J'entends le spectacle, j'entends le showman et j'entends le mec qui va à la guerre. Est-ce que toi, tu arriveras à te définir dans un certain style? Comment tu te définis toi déjà pour commencer. Bah écoute, moi, tant qu'il y a du challenge et je sais que je peux vraiment m'envoyer des cassoulets avec les gars, j'y vais. Après, je m'adapte un peu à toutes les disciplines. Je suis pas le meilleur dans leur discipline, mais moi, tant que je peux faire de la marche avant, des cassoulets et que c'est au premier qui tombe, moi j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Après, que ce soit MMA, Bark Knuckle, même si on me propose en K1, si je sais que c'est des match un peu intéressants où c'est vraiment que de la bagarre et pas trop technique, c'est bien, moi j'y vais, hein. Toi, tu vois. Direct, hein. Ok. Bah, après, est-ce que avant de parler de ton actualité là aujourd'hui, parce que tu as une actualité assez chargée, que ce soit là sur ton futur combat de Bernacle ou sur ta victoire sur, euh, sur le vétéran de l'UFC, Bigfoot Silva. On va d'abord revenir un petit peu sur ton... On va faire une petite rétrospective. Comment déjà, toi, t'en viens au sport de combat? Sachant que nous, en tout cas, dans le secteur où on habite, tu as une famille assez connue pour tout ce qui est boxe, pied-point. Donc la famille Domingos. Donc toi, déjà, comment toi, dans ton cas personnel, tu viens en MMA, au sport de combat? Ça a coulé de source de par ta famille ou c'est toi, tu as eu un cheminement assez spécial? Bah écoute, moi, dès le plus jeune âge, j'étais direct mis dans le bain avec mes oncles à la boxe. J'ai dû faire jusqu'à peut-être mes 16 ans, de mes 6 ans, 16 ans, mais Ok. sans trop de conviction, juste entraînement, pas trop de compétition, rien. Après, j'ai un peu décroché, et comme depuis tout petit, la caté poids lourde, elle me fascinait, tu vois. Je devais être en mode 70 quand j'ai arrêté. J'ai charbonné à mes 20 ans, je pense on s'est croisés à Ouais, la bien salle. sûr. Et après, à partir de mes 21, 22, je dirais, j'ai connu des gens de la lutte de Tourcoing, dont Razak, Anthony, tout ça. Ils m'ont mis dans le bain de la lutte. J'ai salué d'ailleurs. Et après, une fois que je suis rentré dans le bain de la lutte, je suis tombé amoureux de ce sport. Mais après, tu as toujours le manque de coups dans le visage. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien recevoir. Et de là, j'ai connu des gars, justement, du MMA, pur MMA. Et après, j'ai fait la transition comme tout le monde. Ok. Et voilà, là où j'en suis, hein. Ok. Donc toi, tu as commencé de par tes oncles, Ouais. mais t'as pas suivi le cheminement classique du je commence par le parcours classique où j'enchaîne les combats de boxe et après, petit à petit, toi, tu as fait une transition qui est un petit peu en plus deux sports totalement opposés mais qui servent énormément dans le MMA, c'est toi, tu es parti vers la lutte. C'est ça. Donc toi, la lutte, c'est... Pourtant, toi, quand on voit ton style au jour d'aujourd'hui, on pourrait se dire c'est pas quelqu'un qui va vraiment aller chercher la lutte. Mais en l'occurrence, toi, tu es quelqu'un qui as mis un gros accent à un moment donné sur ta carrière sur la lutte. Ouais, c'est ça. Après, moi, honnêtement, même en fight, je vais être plus à l'aise avec ma lutte. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment le face-à-face et le contact avec le gars. La case juge, je vais vraiment la garder en cas de dernier recours. Tu sais, quand le Ok. gars est vraiment trop bon en anglaise et qu'il est trop technique. Mais après, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec ma lutte, même aux entraînements. Je suis pas le meilleur lutteur, mais j'ai une lutte qui est gênante. Et de par mon gabarit, je suis assez puissant en Bien lutte. sûr. Donc, ouais, je suis vraiment plus à l'aise. Et quand je serai en MMA et que je devrais vraiment l'utiliser, les gens verront ce que je sais faire en lutte, vu qu'à présent, j'ai fait que du striking et du C'est KO au vrai. premier round. Donc t'as encore des petites surprises sous le coude. C'est ça. Du coup, on peut pas. Moi, en tout cas, quand je pense à toi, avant qu'on commence l'interview, on a une petite discussion, toi et moi. Moi, quand je pense à toi, je pense pas au combattant lambda qui gère sa carrière dans le sens où souvent, quand on commence par les petites orgas, on va choisir des adversaires faciles, on va choisir la facilité, on essaye de se construire un Sherdog, on essaye de monter petit à petit. Toi, de ce que je connais de toi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, t'es quelqu'un qui fuit, entre guillemets, qui a fui ce circuit-là pour aller directement. Non, moi je veux des guerres, moi ramenez-moi des. Tu parlais, bah déjà t'as pris Bigfoot Silva. Franchement, même ancien vétéran de l'UFC, faut aller voir parce que même au jour d'aujourd'hui, même si c'est un vétéran de l'UFC, le level il est encore exceptionnel. C'est-à-dire que toi, t'es pas quelqu'un qui a choisi la facilité, dans le sens où j'ai l'impression que t'as pris un circuit. Tu t'es dit, moi, je ne veux pas faire le même chemin que les autres. Moi, je veux aller à la guerre. Moi, donnez-moi du show, donnez-moi du spectacle. Je gagne, je perds, mais vous en aurez pour votre argent.
Ouais, bah c'est un peu ça. Moi, j'ai commencé le MMA, peut-être 4 5 mois après, j'ai eu mon premier combat professionnel, donc j'ai même pas eu d'expérience avant en sport de combat, que ce soit en compétition lutte ou pied-point. J'ai été direct à la guerre. Après, je savais que c'était un peu casse-pipe, mais dès que j'ai eu les premières stations sur le ring, vu que c'était en pancrace, j'ai kiffé direct. Et après, moi, dès que je pouvais fighter, bah, j'ai enchaîné les fights. Ça s'est bien passé. J'ai pu aller jusqu'au fight pour la ceinture de l'European Beatdown. Et après, bah, j'ai su continuer le bon parcours avec le bon manager, forcément Guillaume, qui a repris ma carrière en main, qui a su gérer le bon match-up après quasi un an de convalescence, ma grosse déchirure pour mon premier combat au KSW. Et bah, combat de reprise Bigfoot, c'est vrai que c'était un peu stressant, mais moi, à partir du moment où je peux partir à la guerre avec des vrais gars durs, et je peux vous le confirmer, il est vraiment dur de mâchoire de fou. Et puis voilà, après ça s'est bien passé. J'ai fait la bonne prépa avec les frangins chez l'AFC, mes oncles, un peu partout dans le coin dans le nord, quoi. Et après, voilà, je leur ai ramené la victoire, c'est tout ce qui compte pour moi. Ok. Donc, après, toi, t'es parti. T'as un profil, je pense, qui. Tu parlais du KSW. L'organisation dans laquelle tu vas aller combattre aussi en bare knuckle, c'est aussi une organisation des pays de l'Est. Je pense que dans les pays de l'Est, tu as un profil qui leur correspond bien. Tu me diras si je me trompe, si tu as la même sensation que moi. C'est-à-dire que tu as le profil du... Bon, déjà, au-delà de ton apparence physique, on va en y revenir après. Tu es quelqu'un qui va pas refuser les guerres, qui va pas aller au calcul. Et je pense qu'en tout cas, je sais pas si toi tu le ressens, mais je pense que moi, dans les pays de l'Est, les combattants de ton profil, t'es beaucoup apprécié, je pense, dans ce pays-là, dans ces côtés-là du monde. Bah c'est ça, déjà, de par mon image, je sais qu'ils aiment bien ça, et surtout, moi, ils savent que j'aime bien la guerre, je suis pas quelqu'un spécialement technique, je sais, mais je sais que quand je fais de la marche avant, bah, automatiquement, ce sera soit moi, soit l'adversaire qui va tomber, et donc les gens ils en ont pour leur show, et moi j'en ai pour mon plaisir, vu que dès que je peux envoyer des cassoulets, ouais c'est ça, hein, moi je viens pas pour me dandiner, et t'as vu, me glisser au sol, j'ai vraiment envie de me taper, recevoir, redonner. Et après, voilà, hein, on voit comment ça se passe. Mais tant que je peux faire la guerre jusqu'à ce que le cœur il s'arrête, moi je la fais, hein, ça bouge pas, je tombe pas. Je vous avais dit qu'on recevait un invité hors des sentiers battus des combattants de MMA, parce que souvent les combattants de MMA, en tout cas, quand ils sont souvent avant la trentaine, on choisit un petit peu les combats, on évite d'aller trop à la guerre, alors que toi, tu as choisi un chantier, un chemin totalement différent, mais c'est ce qui te réussit aujourd'hui, parce que là, justement, on va y venir où, donc à la base, tu es un combattant de MMA, mais là, bah, je vais te laisser annoncer la nouvelle du combat qui va se passer en décembre. Là, tu pars, et encore j'ai appris encore autre chose. Là, tu pars vers le bare knuckle, mais pas encore. Le bare knuckle version polonaise. Donc là, dis-nous un petit peu plus sur ce qui arrive là déjà. Bah, c'est simple, le 11 décembre, je vais combattre pour la ceinture du Mekdan, pour la première édition en bark knuckle, avec clinch et coude autorisé. Donc là, c'est vraiment du 100% la guerre. Donc automatiquement, ben son, ça c'est obligatoire. Et moi, j'en aurai pour mon plaisir, vu que je peux vraiment échanger. Là, la sensation des phalanges sur le visage, bah, je pense qu'il n'y a que les gars de la rue qui vont le connaître en bagarre, mais là, ce sera vraiment dans les vraies règles et on pourra se déglinguer jusqu'à... Bah, je pense qu'il y en a un des deux qui va tomber KO, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, je ferai le nécessaire pour ramener la ceinture dans le Nord, ça c'est une certitude. En tout cas, comment toi, quand je présume que c'est eux qui sont venus, enfin, comment elle s'est fait la démarche pour toi, faire la transition là du MMA vers là ce combat de bare knuckle? Est-ce que tu as pris du temps pour réfléchir ou est-ce que ça s'est fait instinctivement, toi te connaissant? Je pense que tu vas nous répondre, mais bon, je pense que tu as dû sauter sur l'occasion d'aller faire une bonne bagarre, une bonne guerre. Comment elle s'est fait cette proposition soudaine? Parce que moi, honnêtement, quand j'ai appris la nouvelle, je dis, ça m'a surpris, ça m'a pas surpris de toi, mais ça m'a surpris du chemin que tu prenais. Je me suis dit, bah, peut-être tu vas continuer encore vers le MMA, même si tu n'abandonnes pas le MMA. Mais comment elle s'est fait cette transition vers le bare knuckle en fait? Bah, je savais que le Mekdan, là où j'ai battu Bigfoot, il voulait organiser aussi une section bark knuckle. Et moi, j'avais déjà touché des mots à Guillaume que c'est quelque chose qui me plaisait, c'était vraiment dans mon style. Et bah, de par ma victoire contre Bigfoot chez eux, automatiquement ils ont proposé à Guillaume si j'étais chaud. Bien sûr la réponse c'était oui. Et là en plus pour la ceinture, donc c'est direct mon petit cadeau de victoire contre Bigfoot. Et voilà, moi après j'aurai les défenses du titre si je la gagne, mais j'oublie pas la carrière MMA. Okay. Mais là la priorité sera le bark knuckle, et après le MMA on verra peut-être mai, juin, on verra comment ça se passe selon le bark knuckle quoi. Okay.
Donc, ouais, toi, tu restes quand même ouvert au MMA par la suite. Tu te refermes pas au MMA. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ton combat avec Bigfoot? Bah, ouais, bien sûr. Après, moi, j'étais resté sur ma grosse défaite, enfin, grosse blessure, pardon, au KSW sur la déchirure. Ça a beaucoup parlé dans le sens où beaucoup pensaient que j'avais stimulé la blessure, mais la convalescence, je peux vous assurer, et les proches du coin Bien sûr. peuvent le confirmer, elle était très longue et douloureuse. Donc pour mon retour, je voulais vraiment choquer un peu tout le monde et remettre les points sur les i. Donc Bigfoot, c'était parfait. Et là, automatiquement, bah, quand j'ai battu Bigfoot, ça a fusé, hein. J'étais un peu l'homme à abattre. Tout le monde voulait me prendre parce que j'avais battu Bigfoot. Mais après, ça va, Guillaume, il gère le truc. Et bah, dans la foulée, le KSW, ils voulaient plus trop me faire combattre. Dans les 15 minutes qui ont suivi le combat Bigfoot, bah, ils ont proposé un fight. Mais moi, la priorité maintenant, c'était le Bark Knuckle et le KSW. S'ils me veulent vraiment encore de nouveau, ils attendront un petit peu. Ok, donc parce que moi, je sais qu'après ce combat, il y avait eu, bah, on va en parler vaguement. Il y avait eu cette mini entre guillemets polémique du il y a KO, arrêt de l'arbitre, pas arrêt de l'arbitre, trop tôt, pas trop tôt. En tout cas, moi personnellement, l'arrêt est totalement justifié selon moi. Je sais que toi, tu avais aussi réagi sur ça, de façon à ta manière, toujours sur Instagram. Comment est-ce que toi t'as été étonné au début de voir cette polémique? Tu t'es dit, bah, je comprends pas pourquoi les gens, pourquoi il y a discussion, quoi. Sachant que c'est aussi Bigfoot qui a lancé aussi cette polémique. Bah, je pense qu'il faut pas oublier qu'on est dans une catégorie poids lourde. Bigfoot, c'est quelqu'un qui fait 145 hors saison, donc automatiquement, les frappes sont très fortes, les miennes aussi. Quand tu te prends un down et tu tombes à quatre pattes, la tête dans le coin du ring, automatiquement, tu as une absence de quelques secondes. J'étais à califourchon dessus. J'allais pas lui faire un câlin, forcément, j'allais envoyer des gros marteaux. Donc je pense que pour l'intégrité du combattant, les puristes pourront confirmer, à moins que je me trompe, que c'est préférable que de prendre trois marteaux dans la tête si on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, personnellement, l'effet inverse, j'aurais été content qu'il m'arrête parce que bah, un gars comme lui, par exemple, qui m'envoie des marteaux et il va pas aller de main morte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc pour moi, ça a été justifié. Maintenant, je pense surtout que ça gêne les gens que j'étais pas vu gagnant, forcément. Et le fait que je le mette KO, bah, ça les dérange un peu. Et là, ils ont sauté sur l'occasion du KO, pas KO. Mais bon, si vous regardez l'image au ralenti, il se le prend en pleine mâchoire. Donc après, je peux pas faire mieux. Après, si ça va toujours pas, j'invite les gens à aller affronter Bigfoot. Hein. Vous verrez par vous-même qu'il est plus grand et plus large qu'une porte. Et après, bah, bonne chance à vous. Hein. Donc du coup, justement, tu as dit quelque chose qui était intéressant, et ça, on va arriver sur la partie un petit peu de ton état d'esprit en tant que là, Quentin, vraiment à proprement l'homme. Avant un combat, là par exemple, en l'occurrence contre Bigfoot, tu étais clair challenger, et je pense qu'il y en a beaucoup qui te voyaient comme le petit combat de Bigfoot pour le plaisir, voilà, pour venir et prendre ta défaite, quoi. Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui, bah, quelle est ta façon d'être avant, que ce soit pendant la prépa et quand on se rapproche du combat, au niveau de ton état d'esprit? Est-ce que tu es quelqu'un qui stresse beaucoup? Est-ce que tu réfléchis beaucoup au combat? Est-ce que tu es quelqu'un qui va stresser ou pas du tout? Est-ce que t'as des petits trucs comme ça qui font soit pendant ta prépa ou juste avant le combat, ou pas forcément? Bah écoute, moi, dans la prépa, tout se passe bien généralement. C'est vraiment deux trois jours avant où je doute beaucoup de moi. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup Ok. et qui me remet beaucoup en question. Donc c'est pour ça que le travail avec Guillaume, il sait bien le faire dans le sens où il y a la partie frangin, la partie Bien sûr. coach-manager. Et donc niveau prépa mentale, c'est vrai il sait bien m'aider là-dessus. Après, contre Bigfoot, c'était un peu différent parce que c'est un gars que je regardais quand j'étais petit. Donc automatiquement, ça reste impressionnant de l'affronter. Mais j'ai vraiment pris ce combat au sérieux. Moi, je voulais pas servir de bout de viande, même si beaucoup pensaient que j'allais servir de bout de viande. Et puis voilà, j'ai fait le taf, que ce soit à l'AFC ou chez mes oncles ou peu importe. Mais moi, je l'ai vraiment pris au sérieux. Guillaume, il savait que j'étais sérieux dans ma prépa. Et moi, ce que je voulais, comme j'avais dit à Guillaume, c'est le mettre KO. Comme ça, il n'y a pas de chichi ou quoi qu'est-ce. Et je l'avais travaillé aussi chez les Laïdouni, le cross. C'est un bon club aussi de pied-point. Et on l'a travaillé. Et bah, une fois que le cross y passe, généralement, peu importe c'est qui en face, je sais que ça va faire l'ascenseur. Je suis pas le meilleur boxeur, mais dès que ça touche, je sais que ça va tomber au sol. Hein. Donc, voilà, je sais que
chacun il gère son stress à sa manière. Toi, donc quelques jours avant, tu as besoin un petit peu de se. Pas de te faire rassurer, mais d'avoir ce genre de discussion avec quelqu'un de proche. En l'occurrence, tu parles de Guillaume, ton manager, Guillaume Pelletier, qui est aussi un ami à toi. Et justement, dans quel moment dans ta carrière, justement, Guillaume Pelletier, et savoir que ce soit Guillaume Pelletier ou alors tes oncles, ou alors que ce soit les clubs dans lesquels tu vas t'entraîner, la Team AFC ou autre, à quel moment ces personnes qui sont autour de toi, ils interviennent par rapport à justement toi dans ta préparation, etc. Est-ce que toi, tu as besoin d'être. Est-ce que pour toi, c'est important, sachant qu'on sait que les sports de combat, c'est un sport individuel, mais le collectif joue énormément, je pense. Est-ce que pour toi, c'est important d'être vraiment bien entouré? Est-ce que ça peut vraiment faire la différence dans une carrière? Bah, pour moi, ouais, l'entourage, c'est pour ça que je vais essentiellement chez mes oncles, à Idouni ou à AFC. C'est que dans le groupe, même si un jour tu vas être dans le jus, tu vas mal faire un truc, ils vont dire c'est bien, mais rectifie ça. Donc ça va, mentalement, tu vas dire que tu fais quand même quelque chose de bien, il y a juste à rectifier. Donc après, c'est vrai que le groupe à l'AFC, tu pourras le confirmer, c'est un groupe de malades. Ils vont crier, ils vont te motiver. Donc franchement, on est bien entouré. Et même quand mentalement, tu es un peu juste, tu te poses un peu trop de questions, ils savent te rebooster. Et je pense que c'est vraiment important pour un combattant d'avoir un groupe pareil, tu vois. C'est pas, ils vont te rabaisser ou ils vont pas trop ils vont dire, ouais, t'es un peu limite aujourd'hui. Non, au contraire, même si t'es limite, ils vont te valoriser sur certaines choses, ils vont dire, accentue un peu plus ça. Et après, tu rentres chez toi, tu dis, ouais, je me suis quand même bien entraîné, même s'il y a des petites lacunes, au moins tu sais que tu restes constant et bien dans la prépa, quoi. Ok. Parce que souvent, c'est ça, c'est que les gens, souvent, ils pensent qu'ils voient que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le combattant. Mais il faut savoir que le combattant, il se fait pas tout seul. C'est beaucoup, tu peux en témoigner, une carrière, c'est beaucoup de hauts, de bas, de doutes, de remise en question. Est-ce que toi, tu as eu des moments, je sais pas, c'est possible que oui, c'est possible que non, des moments où toi, tu t'es dit, bon, vas-y, je vais arrêter, ou pourquoi je continue, ou est-ce que tu as ces périodes-là, tu as déjà eu ces périodes-là de remise en question, peut-être après ta blessure ou autre, où tu te dis, bon, je vais peut-être passer à autre chose, ou pas du tout? Bah moi, je l'ai eu juste après la grosse blessure du KSW. Pendant 1 ou 2 mois, mentalement, c'était assez dur. J'avais du mal à reprendre l'entraînement. Mentalement, j'étais vraiment. Je me dis, ouais, est-ce que je suis vraiment fait pour ça, tout ça? Parce que j'avais fait une bonne prépa et là, de faire l'attaque de jambes, me claquer l'adducteur comme ça, parce que je savais que la convalescence allait être longue. Guillaume, on en discutait, on ne savait pas trop quoi qu'est-ce. Et après, voilà, je suis retourné à l'entraînement, et les gars, ils m'ont reboosté, et automatiquement, bah, une fois que le cerveau y est remis en marche grâce au frangin, bah, ça va tout seul, j'ai repris la prépa, on m'a proposé Bigfoot, j'ai dit, allez, vas-y, c'est parti. Et ça a été l'élément déclencheur, je pense, pour accentuer la prépa, ça a été Bigfoot, ouais. C'était le petit coup de boost, ouais. Ok. Donc, comme vous le voyez, c'est que là, tu as une carrière assez chargée. Et là, au niveau, donc là, pour revenir à ton actualité, au niveau de ta prépa, on sait que tu es quelqu'un, tu es un poids lourd. Est-ce que toi, là, au niveau de la préparation physique pure, là, on parle pas de l'aspect technique, est-ce que tu es quelqu'un qui met une grosse. Je sais que tu es quelqu'un qui aime. Pour avant, on se voyait souvent à la salle, à la muscu, tout ça. Je sais que tu es quelqu'un qui aimait bien aussi la muscu. Est-ce que tu continues cet aspect-là du travail musculaire ou tu es plus juste axé préparation physique, etc.? Bah, je vais dire, j'ai encore des modules de force comme je faisais avant, mais après, moi, ce qu'il faut principalement, c'est travailler mon endurance musculaire, parce que je reste assez costaud pour un combattant d'MMA. C'est pour ça que j'ai Big Jam qui s'occupe de mes prépas, qui est très bon là-dessus, c'est un gros physique aussi. Et moi, ma prépa, je sais que si je la néglige un peu trop, musculairement, ça va être vraiment trop dur et je vais pas tenir au combat. Donc, c'est vrai que ma prépa, je rigole pas avec ça, même si je suis fatigué, je la fais. Je sais que je vais être peut-être moins bon il y a des jours parce que je suis fatigué, mais ma prépa, elle est vraiment trop importante parce que si je raté 4-5 jours de prépa, je vais vraiment le ressentir dans les sparring et ça, après, mentalement, c'est dur. Tu t'aides pas, tu fais un régime pour tes combats Bah moi ça arrive que je remonte à des hors-saison 128 kilos. Ok. Donc après bah forcément je dois cutter, je redescends. Donc maintenant j'essaie de stabiliser un peu moins, 124 je veux dire. Comme ça après les 4 kilos c'est du gâteau. Ouais. Ok. Ouais. Parce que la catégorie c'est 120,8. Ouais. Donc automatiquement on doit descendre. Donc je préfère redescendre tout doucement à l'année et au moins je suis tranquille. Ok. C'est aussi l'avantage d'être chez les poids lourds, c'est que ça évite les cuttings, les cuttings de 90 kilos jusqu'à 70. On en connaît beaucoup. Et là justement par rapport au bare knuckle, est-ce que la préparation, elle se rapproche d'une préparation type MMA ou c'était parti sur quelque chose de totalement différent là? Bah, si tu veux, je travaille un peu plus l'endurance musculaire au niveau épaules, bras, tout ça.
parce que c'est Ouais, bien sûr. ce qui va être en travail principalement. Mais après, pour ce qui est des sparring, je m'adapte. J'ai les frangins qui combattent bientôt au Bison, tout ça, en MMA. Donc, je tourne en sparring pied-point, MMA, il n'y a pas de problème. C'est juste au niveau du travail de la palette. La sensation. Ouais, je le fais à main nue, déjà avec les bandages exprès bark knuckle pour dire de prendre la sensation, parce que les coups sont pas pareils. Je peux pas envoyer des pleins pots comme avec des gants. Donc, c'est un travail qui est important quand même, la palette, pour vraiment travailler différemment l'anglaise. Ouais. Au niveau de ta sensation de pointe, du coup, toi, tu trouves que tu n'envoies pas le point. Bah, moi, je sais pas, jamais combattu en bare knuckle ou autre. Juste avec les balles, Bah, tu n'envoies pas le point de la même manière qu'en tu anglaise. veux, quand je vais travailler en ligne, je vais pouvoir Ok. envoyer des pleins pots, mais pour ce qui est des crochets, je vais devoir frapper quand même moins fort, ou soit avec la paume de main, Oui, casser la main, parce que ouais. sinon, tu vas faire un crochet plein pot dans le crâne, bah, il va le sentir, mais ta main, bah, elle va être capoute. Donc, ouais, c'est Ouais. quand même différent. Et automatiquement, ça te change un peu ta boxe, donc c'est pas plus mal. Et ouais, c'est pas évident comme travail, mais moi, je suis un mordu du travail et j'adore ça, donc c'est que du plaisir. Donc, comme on voit, c'est qu'on n'a rien sans rien. Souvent, je sais que chez les poids lourds, souvent les gens ils pensent que les poids lourds, bon, ils sont lourds, ils doivent pas travailler, ils travaillent pas le physique, ils sont juste lourds, ils viennent, c'est des gros cogneurs, c'est pas des techniciens. C'est vrai chez beaucoup, mais il faut savoir que la catégorie poids lourd, c'est aussi une réciprocité. Ça veut dire que tu tombes aussi sur des gars du même gabarit que toi. Ça veut dire que tu peux pas te laisser aller et dire non, je travaille pas. Non, ils travaillent tout pareil que les mêmes KT. Donc c'est une fausse impression, clairement. Pour t'avoir déjà vu à la salle aussi, à la Team AFC tourner, euh, c'est même, je pense, une charge supplémentaire parce que je pense que comme tu as dit, toi qui es très musculeux, est-ce que toi, parfois tu trouves que ça te dessert ou au contraire ça te sert? Par exemple, tout à l'heure tu parlais de ton endurance musculaire, mais est-ce qu'à choisir, tu trouves que là, au niveau de la balance, être ton physique, avoir ton gabarit, toi en combat, c'est quelque chose qui va plus te servir ou par moments ça va être un petit peu une sorte de petit handicap durant le combat au niveau de la dette d'oxygène, au niveau de l'endurance musculaire, etc. Bah écoute, moi, ce que beaucoup pensent généralement, c'est que j'ai pas de cardio, Ouais. mais dans le réel, c'est plus mon cardio musculaire qui me gêne. Ok. Ma caisse, j'en ai, j'ai du cardio, mais c'est vrai que musculairement, quand je m'étale dans les rounds et que je mets de l'intensité comme je mets, bah, automatiquement, ça congestionne. Hein. Je suis pas quelqu'un de spécialement grassouillé, donc forcément, mon muscle a besoin Bien sûr. d'oxygène. Donc c'est pour ça, il faut s'adapter à avoir une boxe où tu peux t'économiser. Moi, c'est plus dans les phases de clinch ou dans les phases où je vais avancer sur lui pour dire de le faire douter. Je vais profiter pour récupérer, mais après c'est beaucoup en mental. Dès que je passe le deuxième round, je sais que musculairement, ça va être dur. Donc je vais passer sur la case mentale. Je sais que mon cardio, j'en ai, c'est pas ça. Même si j'ai toujours la bouche ouverte, Bien c'est sûr. normal. J'ai eu plusieurs fractures au nez, donc je Tu, sais pas respirer par le nez. Donc c'est aussi simple que ça. Mais sinon, ouais. C'est pour ça aussi que je gagne toujours au premier round, c'est que j'envoie généralement la gomme. Et je sais quand ça peut passer. Et de toute façon, j'ai toujours Guillaume dans le coin qui me dit si c'est bon ou pas. Mais si je dois vraiment m'étaler dans les rounds, c'est là où je vais être le plus dangereux dans le sens où je vais vraiment envoyer du plein pot comme je serai sur de la fatigue. bien sûr. Mais après, ce sera pas évident, ça c'est sûr. Ouais. Et donc là, est-ce que là pour ton combat là du 11 décembre, est-ce que là tu ressens bah là tu es en pleine prépa, est-ce que tu ressens une petite pression due à la nouveauté peut-être? Je pense pas forcément due au combat même parce que t'es quelqu'un qui a fait déjà plusieurs guerres, donc ça va être c'est familier pour toi. Mais au niveau de la nouveauté, est-ce que tu ressens une toute petite pression supplémentaire comparée à tes derniers combats MMA? Bah pour le coup, là, en back knuckle, j'ai un peu moins de stress que À l'inverse, d'habitude. ok. Ouais, parce que je sais qu'il y aura juste de l'anglaise Ok. et des coudes. En gros, À la c'est maison. vraiment une pure bagarre. Je sais que j'aurai pas de low kick, d'attaque de jambes, donc j'aurai pas à réfléchir aux transitions qu'il peut faire l'adversaire ou autre. Là, je sais, il sera en face de moi, on s'envoie les coudes, les poings, et voilà, il y en a un qui tombe. Il y a le game plan, c'est quoi? KO au premier round? Bah, c'est vraiment lui faire mal. Honnêtement, là, j'ai vraiment envie de faire mal à l'adversaire. Et après, bien sûr, le KO au premier round, je, je demande pas mieux, mais honnêtement, même si je dois faire les 3 rounds, je sais que ce sera beaucoup plus facile pour moi de tenir les 3 rounds en Ok. bark knuckle qu'en MMA. Là, c'est une certitude. Les 3 rounds, je peux les faire et j'aurai pas l'air fatigué comme ça. Moi, vous aurez pas à dire quelque chose sur le cardio. Je sais que là-dessus, je vais les tenir et quand c'est de la guerre comme ça, moi, c'est que du pur kiff. Donc, Ok. ouais, je prends du plaisir. Ouais. Ça, j'en doute pas du tout. Et en plus, bah là, pour terminer, c'est que là, on a vu que l'organisation,
elle te met vachement en avant, donc même au niveau de la cover avec le casque viking, etc. Donc est-ce que toi tu l'as ressenti? Est-ce que toi tu le ressens là que t'es vachement mis en avant, t'es vachement mis en avant dans ce combat? Bah ouais, après c'est à mon intérêt aussi l'intérêt de l'organisation parce que bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, je partais pas gagnant contre Bigfoot. Ils savaient que j'étais un challenger, mais je pense que j'ai su leur montrer que j'étais capable de pas mal de choses face à des adversaires de taille. Et moi, pour être honnête, je leur ai dit que dans la durée, je voulais quand même rester avec eux. Ok. Je mettais un peu le KSW de côté, donc même si je leur tape un MMA, je serais plus partant d'en refaire au Mekdan que au KSW. D'accord. Donc c'est tout à mon intérêt, à leur intérêt qu'on continue à travailler ensemble. Et honnêtement, je m'y sens bien là-bas au Mekdan. Ils s'occupent bien des combattants. Et... Et en Pologne, tu ressens au niveau de la population polonaise que quand tu arrives dans les organisations, on te reconnaît, etc. Ouais, en Pologne, c'est vrai que c'est un sport aussi qui est fort suivi. Le Bien sûr. KSW, c'est la plus grosse orga là-bas. Mais comme je disais aussi tout à l'heure, c'est par rapport à la blessure. Beaucoup ont parlé, et aussi en Pologne. Donc je sais que quand je ferai mon retour au KSW, Ça te ce fait un sera sacré. pas, ouais, ce sera pas déjà pour plusieurs combats. Je préfère le dire maintenant. Je vais juste faire un combat, histoire de calmer un peu tout le monde. Et sans prétention, mais je vous le dis, si je vais là-bas, c'est vraiment pour faire une guerre et les calmer. Et après, je partirai ailleurs. J'ai des petites idées en tête qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Vas-y. Et ouais, donc je vais faire sûrement encore un combat au KSW, après je partirai. Ok. Bon ben, on va terminer sur deux petites choses. Déjà, ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir. Et ben, moi, ça me tenait à cœur de faire cette interview avec toi. Pour toi, pourquoi? On en avait déjà parlé toi et moi. C'est que tu es quelqu'un. Moi, en tout cas, j'aime les personnalités. Moi, en tant qu'être humain, j'aime les personnalités authentiques. Et avant de faire cette interview, on s'était dit toi et moi qu'on allait, bah, comme je pense que ça a été le cas, être plus ou moins sans filtre. Parce qu'il y a beaucoup de moi, en tout cas, du ressenti que j'ai, c'est qu'autour de toi, il y a beaucoup de gens qui disent un petit peu tout et son contraire, comme tu as vu, bah, par exemple, après la blessure, ouais, c'est juste un cogneur, ouais, c'est bref, ceci, cela. Ouais, c'est ou à l'inverse. Ouais, il y a parfois même des gens qui peuvent te trouver insubmersible, toujours déterminé dans ta tête, un guerrier, alors que tu vois, dans l'interview, tu nous dis que ça peut t'arriver des moments de doute, que tu as des hauts, tu as des bas comme chaque homme et que tu es un homme avant tout. Et est-ce que toi, tu le ressens, cette petite clivance autour de toi? C'est pas tout blanc, pas tout noir. Il y a un petit peu de tout. Ouais, après, je vais parler sans filtre. J'ai d'un côté les gars qui vont dire ouais, c'est un gars de muscu, plein de produits, celui-là qui va jamais performer en MMA. Et d'un autre côté, j'ai mes frangins qui sont toujours là à m'aider, à me soutenir vraiment d'être derrière moi pour faire un maximum Bien sûr. dans les combats. Donc après, les gens qui parlent mal, honnêtement, j'y prête pas trop attention. Au début, ça me prenait à cœur, mais maintenant, au final, quand je vois généralement quel genre de personnes parlent ou autre, Souvent, c'est ça. moi, ma charge de travail elle est aussi conséquente qu'un gars comme Mousse ou C'est clair. Abdelrahman. Je ne triche pas, je fais mes prépas. C'est juste que je pense que j'ai une personnalité qui dérange Je pense que c'est ça. et que je fais des choses aussi qui dérangent, comme taper Bigfoot. Je pense que dans le coin, Ça paraît beaucoup en peut-être parlaient, trop mais prétentieux. ouais, c'est ça. Après, peut-être que j'ai une apparence prétentieuse et aussi d'aller affronter Bigfoot. Ils se sont dit, ouais, il se prend pour qui, Ouais, ceci, ouais, cela. Mais moi, c'est vraiment pour le plaisir et rendre fier les clubs bien sûr. dans lesquels je m'entraîne. Mais après, voilà, je prends le bon et le mauvais. Et au contraire, au plus on parle mal de moi, au plus j'ai envie de les nourrir. Tu sais, Ok. dans le challenge. Donc, je peux vous assurer que c'est pas que Bigfoot. Les prochains à venir seront bien plus durs. Et donc, vous aurez l'occasion de parler encore plus. Bon, en tout cas, franchement, avant cette interview, c'était ça qu'on voulait, toi et moi, c'était dire les choses. Et je pense que ça a été dit. Et c'est ça que j'apprécie chez toi. Franchement, c'est cette authenticité. Et on peut pas aimer tout le monde, on peut pas, mais il faut respecter le combattant. En tout cas, c'est le message que je ferai toujours passer sur cette chaîne. Respecter le combattant, parce que je l'ai déjà vu s'entraîner plus d'une fois, que ce soit en muscu, à la Team AFC, au club. Je l'ai déjà vu tourner, il tourne vraiment, il s'entraîne, c'est un combattant au même titre que les autres. T'as une personnalité, en tout cas moi personnellement, les personnalités authentiques, moi que j'apprécie, ça en dérange beaucoup parce que voilà, on est dans une mentalité, surtout nous, par chez nous, où on n'aime pas trop les gens qui tentent, on n'aime pas trop les gens qui osent, on n'aime pas trop les gens qui...
On n'aime pas trop les gens. Ouais, voilà, par exemple, Bigfoot, comme tu as dit, beaucoup pouvaient dire ouais, pour qui il se prend, il n'y a rien fait, pourquoi il prend Bigfoot. Alors que non, moi je vois ça comme l'aspect challenge. Est-ce que si toi tu as un mot à regarder, un jeune maintenant qui va commencer le MMA, poids lourd ou même pas poids lourd, mais qui peut avoir des doutes, qui peut tomber sur les mêmes types de personnes que toi tu as pu rencontrer ou entendre, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à ce jeune-là? Bah, je dirais de plus ou moins suivre mon parcours dans le sens où moi j'avais des rêves quand j'étais petit, c'était monter chez les poids lourds et affronter des vraies légendes. Là j'ai déjà un pied dedans, donc si vous y croyez vraiment et que vous avez un rêve en tête, que ce soit en MMA ou en boxe, hein, n'ayez pas peur, on n'a rien à perdre, de toute façon on n'a qu'une vie. À partir du moment où vous ne trichez pas à l'entraînement, dans votre club et vos entraîneurs ils seront fiers de vous dans tous les cas. Donc n'ayez pas peur, prenez des risques et allez affronter les meilleurs comme vous voulez. Et après, moi, perso, c'est ce que j'aime. Même si je dois enchaîner 3 défaites, pardon, contre des légendes. Moi, ce que je veux, c'est qu'on retienne de moi que je fais des guerres, ouais. Et ça s'arrête là. Moi, c'est pour le kiff, c'est pas pour arrêter ma retraite, avoir 26-0 et avoir affronté les boulangers du quartier d'à côté, t'as vu. Donc, moi, c'est vraiment pour le kiff et la passion. Donc, si vous êtes des passionnés et que vous avez des rêves, lâchez rien. Il y a ce qu'il faut plus comme club par chez nous ou même dans les autres villes. Donc lâchez rien et allez-y hein, les gars. Et donc, est-ce que toi, juste en parlant, pour terminer sur cela, ça m'a fait penser à ça. Toi, t'as déjà été tourné un petit peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger? Ouais, bah, j'ai déjà fait une prépa aussi à la bonne école à Montpellier. J'avais été tourné à Lyon avec Merad et Lamine Séné. En Bulgarie aussi, dans le club tchétchène à l'UFG à Gand. Donc c'est vrai que j'aime bien un peu tourner, mais c'est toujours stratégique dans le sens où je sais que c'est des gens... c'est ça, et aussi que, parce que ce qui arrive souvent, c'est que quand je vais des clubs, ils me voient comme un bout de viande, et automatiquement, je vais rien apprendre. Eux, ils vont vouloir me charbonner, et je vais rentrer blessé. Donc c'est pour ça que j'ai un cercle assez fermé au niveau des entraînements. Et c'est pas, même pas en prétention ou autre, mais moi, j'ai mes gars à moi, et j'ai pas spécialement envie de tourner avec d'autres personnes. Et je me sens bien avec eux, je progresse avec eux parce que, comme je disais, il y en a, ils vont chercher à te blesser pour monter leur hype ou je sais pas, et ça m'intéresse pas du tout. Donc, j'ai mes gars de confiance et ça me suffit amplement, ouais. Bah écoute, je pense qu'on est bon. Je sais pas ce que t'en penses. On a fait le tour. Ouais. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Franchement, je te souhaite toute la réussite déjà pour le 11. Donc, il y aura un pay-per-view hein, le 11. Donc, sur YouTube. voilà, direct. Pop, magnifique. Donc de toute façon, toutes les informations, vous pourrez les retrouver sur son compte Instagram que je mettrai en description. Donc Quentin, un grand merci à toi. Merci à toi pour la vie. Franchement, ça a été super authentique, sans filtre comme on avait dit. Franchement magnifique. Donc on se donne rendez-vous le 11 décembre. Donc si tu as un petit mot, une petite dédicace à faire à n'importe qui, c'est let's go, c'est ton moment. Bah écoutez, si vous voulez voir une guerre d'un pur nordiste qui représente bien ses clubs, ce sera le 11 décembre en Serbie. Et croyez-moi, je vais rentrer avec la ceinture. Je vais pas faire de cadeau à l'Écossais. Le message est dit. Ciao la mec. Ciao.